Salut à tous. Ok, alors aujourd'hui on attaque avec la première présentation d'espèce. On attaque direct dans du lourd puisqu'on a choisi de vous présenter le Viridis. Une espèce que beaucoup de terrarios rêvent de posséder mais souvent se retiennent à tort d'acquérir. On va voir tout ça un petit peu plus en détail ensemble, c'est parti. Donc le Viridis, tout le monde est d'accord, on est chez les pitons, dans le Pitonidae, plus précisément dans l'espèce d'Emorelia. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble d'où est-ce qu'il vient. On est là sur un animal qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on le verra un petit peu plus loin. Il y a des différentes localités, un peu comme chez le boa. Donc première question, pourquoi il y a différentes couleurs? Comme bon nombre d'entre vous ont dû déjà le remarquer, chez le Viridis, quand on les a juvéniles, on peut remarquer qu'il y a différentes couleurs. On en trouve des jaunes, on en trouve des rouges, on en trouve même des fois des noirs. Donc concrètement, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'on reconnaît les localités. Faux! Et non, c'est pas ça. En réalité, tous les petits Viridis, peu importe la localité de laquelle ils sont issus, ils vont tous arborer plus ou moins des couleurs différentes quand ils vont être juvéniles. Donc pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est une feinte en fait de camouflage. Les petits, selon le biotope dans lequel ils évoluent, ils aient plus ou moins une couleur qui leur permet de se fondre dans le décor en réalité et de pouvoir de cette façon, d'une part, plus facilement arriver à se nourrir et choper les proies sans se faire voir, mais surtout, vous vous en doutez, de pouvoir se cacher de leur prédateur naturel que sont les oiseaux. La plupart d'entre vous le savent déjà, peu importe la couleur de laquelle ils sont quand ils sont juvéniles, tous les Viridis, au bout d'un moment dans leur vie, vont commencer ce qu'on appelle un changement ontogénique, un changement de couleur, et peu importe que vous les ayez eus rouge, jaune ou noir, ils finiront de toute façon vert pour les trois quarts d'entre eux. On verra ça un petit peu plus en détail quand on parlera des localités. Pourquoi ce changement ontogénique? Et ben, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années de ça, je crois que de mémoire c'est 2004, qui en fait a démontré que selon les étapes de croissance des différents juvéniles et selon surtout le biotope au sein duquel ils évoluent, on a remarqué qu'on retrouvait, quand ils sortaient des œufs par exemple, et qui commençaient tout juste soit à grimper dans des petits buissons ou dans des petits arbres pas très hauts, et ben, tout simplement arborer des couleurs qui étaient bien plus proches de ce qui les entourait, de façon à pouvoir plus facilement se camoufler à l'intérieur, comme je vous le disais. Et puis, plus ils grandissent en fait, et plus ils montent dans la canopée et dans les hauteurs, et plus ils changent de couleur et s'adaptent encore une fois de cette façon à cet environnement qui les entoure, pour finir, quand ils seront adultes, aux alentours en taille, ça va être à peu près 70-80 cm en moyenne. À partir de là, ils vont avoir quasiment terminé leur changement ontogénique et seront quasiment complètement verts, puisqu'à ce moment-là, ils seront uniquement dans la canopée des forêts et vivront exclusivement sur les hauteurs, donc là où les feuillages sont bien verts. C'est ce qui explique en réalité qu'on les trouve comme ça, à l'état juvénile, de différentes couleurs. Forcément, vous vous rendez bien compte que s'ils étaient tout verts, bien pétants, comme ils le sont adultes, dès la sortie de l'œuf, ça poserait un petit peu problème dans les talaires, dans les petits sous-bois et tout ça, où c'est des feuilles plus marron, marronâtres, un peu rougeâtres et tout ça. Bon bah ils se feraient vite cramer et ils feraient pas long feu. Du coup, voilà, encore une fois, voilà, la nature a bien fait les choses et on observe cet état de changement ontogénique au fur et à mesure de la croissance et de l'évolution de ces animaux dans la nature. Qu'est-ce que c'est que les localités et concrètement qu'est-ce que ça change? En fait c'est très simple, les localités c'est comme pour le boa imperator, ça va dépendre de l'aire de répartition de laquelle ils sont originaires. Il y a soit des formes insulaires, on le verra, soit des formes dites continentales, même si ça reste une île au global. Donc quelle localité est-ce qu'on va retrouver principalement chez le Morelia viridis? Du Haru, du Biak, du Bokondini, du Kofio, Jayapura, Supiori, Wamena, Manokwari, Yapen, Meroki, Sorong, Numfor et Pakaido. Et encore, j'en ai laissé quelques-unes de côté, on parle là vraiment des plus répandues, de celles qui arrivent jusque chez nous sur le Bleu-Conchine. Comment vont se traduire ces différences géographiques sur les animaux? Et bah, sur certaines localités, plus que sur d'autres, on va retrouver un dimorphisme vraiment physique qui va les différencier de leurs compères. Par exemple, on va retrouver chez les Haru et les Yapen pas mal de traces blanches sur les dorsales, des belles écailles bien blanches sur la dorsale, alors que si on est plus dans la recherche d'un animal qui va représenter une dorsale vraiment bien bleutée, et bah, à ce moment-là, on va davantage se diriger soit sur le Jayapura, soit sur le Manokwari. Pour la remarque, il y en a un qui reste quand même particulièrement jaune,
sur quasiment toute la longueur de sa vis, c'est le Cofio. Donc le Cofio, c'est une localité insulaire du Viridis. Et vous pourrez, si vous arrivez à en trouver, parce que ça court pas les rues, mais sur internet, je suis sûr que vous trouverez des photos. Le Cofio, ça reste jaune la plupart du temps, et ce quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Le changement autogénique, s'il opère, il opère vraiment très très tard. Donc ça, c'est une particularité qu'on peut retrouver chez le Viridis. Dernier petit point sur les localités. Bien souvent, on retrouve des quiproquos. On se retrouve dans des situations où on peut voir... Excusez-moi, j'ai acheté un Jayapura, mais bizarrement, il est un peu blanc quand même. Et oui, il faut comprendre comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est que peu importe d'où ils viennent, c'est-à-dire peu importe à quel endroit ils ont réellement été capturés dans la nature, quand il s'agit de capture, et de toute façon, il faut bien comprendre que même ceux qu'on a nés en captivité sont forcément, a priori, issus en première génération de capture. Donc, comment ça se passe? Sur ces îles, il y a 3 accès en aéroport. Il n'y en a pas 36, il y en a 3. Mais ça veut aussi dire 3 points de départ potentiels pour quasiment l'intégralité des envois qui concernent le reptile. Donc, ces points d'envoi, quels sont-ils? Sorong, Jayapura et Meroki. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on regarde un petit peu géographiquement comment c'est fait, on se rend compte que même si on achète nous en France ou en Europe, n'importe, en bourse, peu importe, on s'en fout, on achète un spécimen affiché en tant que Jayapura par exemple. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend simplement que à la base, il a été envoyé de l'aéroport de Jayapura et étiqueté à ce moment-là par les commanditaires en tant que Jayapura. Mais dans la réalité, c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé. Jayapura, c'est là, en haut, et on peut se rendre compte que tout autour de Jayapura, il y a d'autres localités où potentiellement l'animal aurait pu être capturé, d'accord, par les captureurs, puis acheminé sur cet aéroport et enfin envoyé par avion jusque chez nous. Donc concrètement, comment on peut être sûr? C'est un petit peu compliqué. Effectivement, il y a des localités sur lesquelles le dimorphisme est vraiment flagrant. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est un petit peu plus chaud de vraiment différencier et d'être sûr et d'affirmer à 200% sur quelle localité on est. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a vraiment confiance dans l'éleveur, on connaît son travail, et puis on est sur des... Par exemple, nous ici, on travaille sur uniquement le Jayapura. Le Jayapura, c'est une des localités les plus petites dans le Viridis, qui présente des bleutés, on verra plus tard, vraiment bien marqués. Donc on peut pas se tromper. En revanche, pour le reste, il s'agit que de votre conscience, enfin surtout de la conscience du vendeur, de votre confiance à vous, et puis des recherches que vous aurez pu effectuer sur l'animal en question. Ok, donc maintenant on a vu un peu l'aspect technique du truc, c'est-à-dire vraiment présentation globale de l'espèce, son espace de répartition. Là on va rentrer dans un peu le comportement du Viridis. Il va falloir un peu casser des a priori. Donc souvent on entend avec le Viridis que c'est méchant, que ça mord facilement, que c'est dangereux, Faux! Il faut arrêter avec ces a priori. C'est pas plus vrai pour le Viridis que pour n'importe lequel autre serpent. C'est comme pour tous. Il faut d'une part connaître son animal, il faut d'autre part l'observer pour apprendre à comprendre son comportement et à décoder tous les codes visuels qu'il peut nous donner. Et puis, d'autre part, il faut essayer de faire les choses correctement. Par exemple, sur le Viridis, on est là sur un animal qui est exclusivement arboricole, ok, donc ça c'est un premier fait à prendre en compte, qui pour se nourrir va chasser à l'affût et surtout la nuit, d'accord. Donc ça c'est déjà 2 points super importants. Concrètement, comment ça se traduit? Déjà le soir, on n'ouvre pas le terrain pour aller y mettre les mains. C'est évident, les 3/4 du temps, le soir, le Viridis, il est éveillé, il est au taquet, pour un petit peu qu'il sorte la queue, qu'il soit en train de leurrer un peu sur sa branche. C'est évident que si on met les mains à ce moment-là pour aller le manipuler, il va taper. Donc il faut faire les choses dans l'ordre, les faire correctement, et vous vous rendrez vite compte que le Viridis, c'est aussi cool comme Snake que n'importe lequel des autres. Snake peut l'être. Il faut simplement y aller au bon moment, de la bonne façon, et vous allez le voir tout de suite, ça se passe très bien. Du coup voilà, vous pouvez voir, hein, on va le chercher dans le terrain sans aucun souci. Il se laisse faire, il est cool, il n'y a pas de mouvement brusque, pas de stress de sa part.
Il n'est même pas en position d'essayer de quoi que ce soit. Il se balade, il regarde ce qui se passe, il sent. On pourrait presque croire qu'il apprécie la balade. Donc voilà, encore une fois, du Viridis, un animal super cool, un animal super beau, un animal super intéressant à observer. Ne vous retenez pas sur des a priori, faites-vous votre propre idée, essayez de rencontrer des personnes qui en possèdent, essayez de voir comment ça se passe et vous verrez que tout se passe merveilleusement bien. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo de présentation sur l'espèce. En gros, je pense qu'on a fait globalement le tour des 2-3 petites questions, peut-être éclairci 2-3 trucs au niveau des localités ou autres. Il y aura d'autres vidéos qui, cette fois-ci, seront davantage tournées sur le maintien de l'espèce, cette fois, de façon à pouvoir faire des vidéos qui restent relativement courtes. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde certaines choses en particulier lors de la prochaine vidéo qui sera consacrée à la maintenance des Viridis. Posez-les, on fera notre maximum pour y répondre. Pensez à vous abonner si vous avez liké ce qu'on vous présente, si vous ne voulez pas louper la suite non plus. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, on vous dit à très bientôt sur MM Reptile.